Je vais appeler un dernier conférencier avant la conférence publique, donc c'est Alain Fer, donc, qui est directeur de l'Arexor Pays de la Loire. C'est une antenne donc, de l'Astre d'Or, qui est l'Institut technique de l'horticulture et du paysage, donc, qui met en œuvre des programmes de recherche et d'innovation au service des professionnels de cette filière. Et donc Alain va nous parler d'un thème qu'il connaît bien et qu'on n'a pas encore abordé, ce sont les plantes de service, et donc les PAM au service des autres plantes, ou l'inverse. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Alain Fer, donc directeur technique de la station locale d'Astre d'Or, qui est l'Institut technique en horticulture, et donc on m'a demandé de faire une présentation sur les plantes de service et les PAM. Alors on va déjà faire un petit rappel. Le monsieur, je ne sais pas où il est exactement, disait tout à l'heure qu'il fallait peut-être avoir une vision plus large, plus systémique des cultures, et de réfléchir à ce qui se passe concrètement dans la culture ou à l'extérieur de la culture. Vous savez que pour la PAC, il y a des choses qui sont obligatoires, c'est IAE, infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les haies, les bandes fleuries, les bandes enherbées, etc. Tout ce qui n'est pas cultivé et puis à moitié sauvage va être classé là-dedans. Alors, sauf que ce n'est pas en mettant des haies qu'on va avoir aucun ravageur dans sa culture, et ce n'est pas en mettant des bandes fleuries qu'on n'aura non plus aucun ravageur dans sa culture. Des fois même, ça empire les choses sur certaines cultures. Là, je vous ai pris un petit exemple. Vous avez un ravageur dans votre blé ou orge, je ne sais pas ce que c'est là, dans votre céréale. Et puis, vous avez des auxiliaires spontanément qui vont venir dans votre culture. Alors, des fois beaucoup, des fois pas beaucoup. Et puis, vous avez une haie à côté, là, un petit bout de haie, où là, il y a des ravageurs spécifiques assez proches de celui-là. Mais par contre, les auxiliaires, qui eux peuvent aller à la fois dans la culture et dans la haie, eh ben, ils préfèrent largement le ravageur qui est là. Et bien, ce qui va se passer quand on est comme ça, c'est qu'avoir la haie ici va vider votre champ de vos auxiliaires, puisque les auxiliaires, eux, ils vont aller vers ce qu'ils préfèrent, donc ils vont délaisser le champ, et au final, vous avez le résultat contre-intuitif. Alors ça, c'est un exemple théorique. Nous, on l'a montré en culture sous abri, avec des Eleagnus en pot, où on a vidé la culture d'Eleagnus de ses Orius en mettant des plantes que les Orius, des petites punaises prédatrices, adoraient. Donc ça c'est possible. Alors, du coup, il va falloir séparer ce qu'il y a à l'extérieur des cultures, les IAE, de ce qu'on va faire à l'intérieur des cultures. Et c'est là que va intervenir le concept de plante de service. C'est-à-dire que pour moi, une haie n'est pas une plante de service. Les haies, c'est plutôt, j'ai marqué quelque part, c'est plutôt le réservoir d'auxiliaires. C'est-à-dire c'est un endroit avec une grande diversité de ravageurs et une grande diversité de prédateurs de ces ravageurs. Il y en a 90%, 95% qui vont être inutiles pour la culture en place, et il y en a quelques pourcents qui pourraient être utiles. Sauf que, comme tout à l'heure, s'ils préfèrent le ravageur qui est dans la haie, ils n'iront pas dans votre champ. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est leur mettre dans le champ des choses qu'ils préfèrent. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des plantes de service. Alors, il y en a deux types. Il y a celle, donc ça, c'est représenté par une petite sucette, c'est-à-dire c'est des choses qui vont préférer par rapport à la haie, qui va faire sortir les auxiliaires de la haie, ou de la bande fleurie, ou de la bande enherbée, etc., ou de l'environnement, ou du champ du voisin qui n'a pas de plantes de service, et qui va les entraîner à l'intérieur du champ. Donc là, on parle déjà de mettre ces plantes, en général, à l'intérieur des cultures, et pas autour des cultures. Et ce deuxième exemple, là, ça c'est une bombe lacrymogène, c'est le concept des plantes répulsives. C'est pareil, on va mettre une plante à l'intérieur de la culture, mais là qui va faire partir le ravageur. Parce que le ravageur, tout d'un coup, il a horreur de l'ambiance, en général olfactive, du champ. OK ? Donc du coup, une plante de service, là je vous ai mis une belle définition, c'est mis avant ou pendant une culture, dans ou autour, en tout cas pour certains cas, je vais vous le montrer après, et qui apporte des avantages à la culture. Je ne me limite pas, quand je parle d'avantages à la culture, je ne me limite pas à la gestion des ravageurs, j'inclus aussi les maladies, j'inclus la fertilité des sols, j'inclus la gestion des adventices, etc. Ce qui fait qu'un engrais vert, qui est utilisé depuis longtemps, c'est une plante de service, puisqu'elle remplit cette définition-là, et qu'à la fin, il y a une petite phrase ici, là, qui est très importante pour moi, c'est qu'une plante de service
sont détruites et ne sont pas vendues. Hein. Donc ça permet de faire la distinction entre plantes de service et cultures associées, puisque les cultures associées, c'est un peu pareil, chaque culture donne un avantage à l'autre, mais là, la culture est vendue. Alors, on peut dire que c'est tout à fait anecdotique, c'est rien, c'est juste pour faire une catégorie, sauf que ça veut dire que nous, quand on va gérer les plantes de service, on peut aller jusqu'à la mort de la plante de service et on n'a pas besoin d'avoir des grandes densités de plantes de service, contrairement à une culture associée où il faut un certain volume pour pouvoir avoir un marché et on ne veut pas que ça meure, on veut récolter à la fin, donc on veut quand même une certaine qualité sanitaire. Et des fois, on ne peut pas avoir une certaine qualité sanitaire sur nos plantes de service. Nos plantes de service vont être tout à fait, entre guillemets, dégueulasses, pleines de ravageurs ou de maladies ou de choses comme ça. Ça va ? Ah, je fais une petite pause, mais si vous avez des petits commentaires. Alors, quelques exemples. Je vous ai parlé là des engrais verts. Bon, là, c'est un champ de facélie, hein, typiquement. Ça, c'est les plantes utiles au sol pour le fertiliser, pour le restructurer, pour le défragmenter. D'autres plantes de service un peu moins connues, mais qui pourraient être qui sont pour certaines cultures très intéressantes, c'est ce qui s'appelle les cultures assainissantes. Alors, soit par un effet allélopathique, c'est-à-dire que ça va mettre des molécules toxiques dans le sol, par exemple pour les graines qui veulent germer, ça empêche la germination des graines, ou sinon, vous avez l'exemple ici, avec de l'œillet, qui est utilisé en précédent de rosier pour tuer les nématodes. Donc, l'œillet va réveiller le nématode, et le nématode, il meurt, parce qu'il n'arrive pas à se nourrir, et puis je crois qu'en plus, il y a des molécules toxiques dans l'œillet. Donc ça, c'est une autre catégorie. Alors en plante allélopathique, il y a aussi la culture d'avoine. Donc c'est aussi un précédent. Donc ça va être une plante de service pour la culture suivante. Mais c'est aussi une plante qu'on va récolter. Et l'avoine, c'est une très très bonne plante allélopathique pour la suite. Quand on fait une culture d'avoine, le champ derrière, il est beaucoup beaucoup plus propre. Je ne le détaille pas après. Donc là, je vous ai mis deux petits exemples. Et là, prenons le cas des ravageurs. Nous, on travaille beaucoup plus les ravageurs dans ce concept-là. Et on a défini tout ça en type, il y en a même encore d'autres, mais plus anecdotiques que je n'ai pas mis ici. On a défini à peu près ces 8 grandes catégories qui regroupent 7 noms de plantes de service. Donc, on va les détailler un tout petit peu après. Donc, il y a d'abord des plantes de service qui agissent uniquement sur le ravageur, c'est-à-dire les auxiliaires, on s'en fout. On va juste essayer de gérer le ravageur. La première, c'est une plante indicatrice, ça sert à savoir quand le ravageur arrive sur la culture pour éviter les traitements précoces. C'est le même principe que le rosier devant la vigne pour savoir quand traiter l'oïdium, c'est exactement pareil. Vous avez la plante piège, un peu plus connue, donc une plante hypersensible qui va attirer le ravageur en dehors de la culture. Et les plantes répulsives, je vous les montrais tout à l'heure. Quand on couple les deux, c'est la stratégie push-pull qui est assez bien connue. Je fais sortir du champ et j'attire à côté du champ et après je gère mes ravageurs à côté du champ. Et puis vous avez d'autres plantes qui vont agir sur les auxiliaires avec 4 grands types. Alors ces grands types dépendent de la biologie des auxiliaires. Si les auxiliaires mangent du pollen et du nectar dans des fleurs, on va mettre des plantes fleuries. S'ils ne mangent pas de pollen et de nectar, mais que les deux formes, larvaires et adultes, mangent des ravageurs, on va utiliser des plantes relais ou plantes réservoirs, c'est la même chose. Il y a les plantes à pollen pour les acariens prédateurs, il y a les plantes nectarifères pour des hyménoptères parasitoïdes, et on pourrait en inventer encore d'autres. Alors, concrètement, voilà comment ça se passe. Là, je vous ai fait des merveilleux petits schémas. Enfin, c'est des vieux schémas que je recycle à chaque fois. Il faudra que je les refasse en vrai un jour, en beau. Mais bon, vous voyez, à chaque fois, il y a ça, là, ce truc-là, c'est la plante, ça symbolise la plante de service, ça symbolise une culture. Alors là, c'est en hors-sol, mais ça peut être dans un champ, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez des flèches qui symbolisent le trajet des ravageurs. C'est-à-dire que là, si un ravageur il se balade au-dessus du champ et qu'il veut s'arrêter, il va aller préférentiellement sur ma plante piège et pas sur ma culture. Et si j'ai des ravageurs dans ma culture, ils vont sortir pour aller sur la plante piège, pour faire la génération suivante, par exemple. Sur ces schémas, il faudra que vous comptiez le nombre de flèches. Là, suivant l'origine, il n'y a qu'une seule flèche. Alors, soit ça vient de là, soit ça vient de là. Sur mon schéma, il y en a 2, mais suivant l'origine du ravageur, il n'y a qu'un seul flux, il n'y a qu'une seule flèche. Moins il y a de flèches, plus c'est facile à gérer. Plus il y aura de flèches sur mon schéma, plus ça va être dur à gérer, donc il faut mieux éviter d'utiliser ces plantes-là. Alors ça, c'est la plante piège, c'est la plus simple. Quand ça marche, quand on trouve le bon trio entre la culture, ici c'est du rosier fleur coupée,
la plante piège, ici c'est une aubergine, et le ravageur qui est la leurote des serres, on arrive à éliminer totalement les produits phytosanitaires. Hein, et même dans ce cas-là, on élimine aussi les lâchers d'auxiliaires, c'est-à-dire que le seul coût qu'on a, c'est l'achat de la plante et le coût de main-d'œuvre. Donc c'est minime, c'est même moins cher que du phyto. Hein. Donc là, on a une méthode qui est totalement concurrentielle par rapport à un itinéraire phytosanitaire, enfin conventionnel. Là, c'est un autre cas où vous avez une culture, ça c'est un conifère, c'est un cupresso certainement, sensible à l'oturinque, qui est un charançon, et ici vous avez la plante piège à oturinque. Là, c'est carrément la plante piège on va dire de feignant, mais c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui est le plus rentable, c'est-à-dire que là, vous faites 2 interventions par an, le charançon là ne se développe, ne fait qu'une seule génération par an, donc vous mettez la plante avant son émergence pour les concentrer ici, et vous détruisez la plante à la fin de la saison, donc 2 interventions, une au printemps, une à l'hiver, et vous protégez vos cultures. Donc voilà, ça, très simple. Tout ce qu'il faut faire quand on a un problème sur un ravageur polyphage, c'est de rechercher une plante hypersensible et de tester par rapport aux cultures. Ça peut prendre un peu de temps quand même, mais c'est assez simple à gérer. Deuxième chose, les plantes répulsives. Donc là, c'est l'inverse, on fait sortir les plantes des champs, c'est très connu. Il y a l'ail qui est très connu en plantes répulsives. Alors, paradoxalement, ça a l'air super simple. En XP, mettre ça en évidence, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les trucs qui partent, donc on ne peut pas compter. Donc s'il n'y a pas de ravageur, est-ce que c'est parce que ma plante répulsive marche, ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas de ravageur dans l'environnement? Enfin, c'est assez compliqué. On va essayer, nous, cette année, de tester plusieurs protocoles de test de plantes répulsives en essayant d'avoir des protocoles qui permettent de quantifier l'effet répulsif de ces plantes. Vous verrez ça dans 2 ou 3 ans si on a réussi. Mais autant là, on a un truc très séduisant qui peut très bien marcher. Là, c'est à peu près le même principe. C'est très séduisant. Si on arrive à trouver les bonnes plantes, ça peut très bien marcher. Là, je ne l'ai pas mis ici, je ne crois pas. Il faut faire attention entre des extraits de plantes répulsives et des plantes répulsives. Ce n'est pas parce qu'un extrait de plante est répulsif que la plante elle-même est répulsive. Souvent, il y a des confusions là-dedans. Donc, il faut faire attention à ça. Là, on travaille avec des plantes. Donc, c'est des plantes qui vont émettre des odeurs. Et des fois, les odeurs ne sont pas émises avant qu'on... Enfin, les molécules répulsives ne sont pas émises avant qu'on détruise la plante. Donc, les deux ensemble, ça s'appelle le push-pull. Hein. Donc là, j'ai ma plante répulsive et là, j'ai ma plante attractive qui concentre les ravageurs. Là, vous avez un exemple en Afrique qui marche très bien. C'est le maïs du desmodium ici, là, qui permet de fertiliser le maïs et de faire partir, ça c'est des papillons, hein, de faire partir les papillons. Et puis en bord, là, vous avez de l'herbe à éléphant, là, apparemment c'est du miscanthus, qui vont servir de piège. Donc ça, c'est un truc qui a été développé en Afrique et qui fonctionne très bien. Il y a la même chose au Mexique, hein, avec du maïs, de la courge et du haricot, je ne sais pas si vous connaissez. Qui est aussi un système qui fonctionne très bien, où on peut obtenir des rendements très intéressants. Enfin, là on passe aux plantes qui travaillent sur les auxiliaires. Vous voyez, là j'ai déjà un petit peu plus de flèches, mais c'est quand même encore assez simple. Ça, c'est de la plante fleurie. Donc ça va attirer les auxiliaires. Bon, je ne vais pas trop détailler, mais en gros, ça attire les auxiliaires dont la forme adulte se nourrit sur des fleurs. Donc, cirphe, chrysope, principalement en ce qui concerne les pucerons. Là, vous avez 2 exemples qui marchent bien, qui sont transférés. Ça, c'est dans une entreprise où ils ont transféré le principe. Ça, c'était notre essai. Donc là, c'est en culture de chrysanthème avec une plante fleurie contre thrips. Et puis là, c'est en culture de cerisier avec une plante fleurie contre pucerons. Donc le principe, c'est que notre culture n'est pas fleurie. Donc, à la base, elle n'attire pas les auxiliaires. Si je mets une bande fleurie à côté, tout va aller dans la bande fleurie, comme je vous le disais. Donc, je vais mettre des fleurs dans ma culture. Et ce qui va permettre aux cirphes d'arriver et de se transférer après dans la culture. Donc elles arrivent pour manger sur les fleurs et après elles vont pondre au plus près, hein, parce que c'est moins d'énergie, et donc elles vont pondre dans la culture. Avec ces systèmes-là, je ne sais plus si j'ai mis des graphes après d'efficacité, mais en gros on double le niveau d'auxiliaire dans des cultures non fleuries en mettant des plantes fleuries à l'intérieur de la culture. C'est un peu le principe du mélange pois-blé, c'est un peu le même principe. Bon, ça, c'est des plantes nectarifères, donc c'est exactement la même chose. On donne une ressource alimentaire. Ici, c'est du nectar extrafloral. Ça marche assez bien pour les hyménoptères parasitoïdes.
Je vais passer, c'est le même principe. Et là, encore pareil. Donc là, c'est de la plante à pollen. Donc c'est pas... Bon, il y a des fleurs, hein, forcément, il y a du pollen. Mais le pollen ne reste pas dans la fleur, c'est les plantes anémophiles. Donc le pollen, il va plutôt se libérer dans l'air. Il va se répandre dans la culture, sur les feuilles de la culture. Et là, les acariens prédateurs vont se nourrir de pollen en absence de proie. Donc là, on peut diviser par 2 le nombre de lâchers d'acariens prédateurs grâce à cette méthode. Et enfin, les plantes réservoirs, il y a tout plein de flèches. C'est le plus compliqué, pourtant c'était les premières travaillées. Donc là, on a une plante avec un ravageur spécifique proche du ravageur de la culture qui permet d'entretenir les auxiliaires, donc typiquement coccinelle, cécidomie, et puis hyménoptère parasitoïde aussi sur cette plante-là. Et théoriquement, ça passe dans la culture quand le ravageur arrive, et quand il n'y a plus de ravageur dans la culture, ça revient sur la plante. Alors je dis théoriquement, parce que nous, on fait des essais depuis pas mal de temps, depuis 2012, je crois, sur ce principe-là. On a réussi pour la première fois à montrer une efficacité l'an dernier. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées à gérer, et en plus, quand on parle d'hyménoptère parasitoïde, il y a tout plein d'espèces différentes sauvages qui vont venir. Et en fait, on n'est même pas sûr que les espèces qui sont là, elles peuvent réellement passer dans la culture. Donc c'est vraiment, pour moi, les plantes, si vous voulez commencer à travailler des plantes de service, ça, vous le faites après 10 ans d'expérience, hein, vous ne le faites pas au début. Hein. C'est bon ? Alors, ensuite, j'ai décomposé la présentation en 2 parties. Tu me dis si je vais trop long ou il faut aller un peu plus vite. Donc en 2 parties, donc les PAM qu'on utilise actuellement ou qui pourraient être utilisées comme plantes de service dans d'autres cultures, et inversement après, quelles plantes de service on pourrait utiliser dans les PAM. Alors, donc rapidement, là vous avez de la piloselle. Donc la piloselle, c'est une plante allélopathique et elle marche très bien pour entretenir des zones sablées, des zones drainantes et sèches, pour éviter l'apparition des adventices et pour ne pas tondre, ne pas entretenir. Donc ça, c'est une petite zone là on a mis de la piloselle en 2011-2012 là-dessus, et on est toujours dans cet état-là actuellement. Et on fait une tonte par an. Des fois, il y a un érigéron qui passe ou des choses comme ça. On fait qu'une seule tonte par an. Donc ça c'est très bien. Alors, parallèlement, on a d'autres plantes qui ont le même effet. Ça, c'est du Phuopsis stylosa. Ce n'est pas une PAM, mais je vous l'ai mis en comparatif. Et puis là, vous avez un autre exemple. Ici, c'est sur un sablé. Là, c'est sur un bord de serre. Là, vous voyez, c'est une zone qui n'est pas implantée. Donc ça, c'est de la végétation sauvage. Et là, à partir de là, vous avez de la piloselle. Donc vous voyez vraiment l'effet sur la végétation. Très intéressant, du coup réduction de manœuvre pour entretenir, et puis on n'utilise plus d'herbicides pour ces bords de culture. Donc là c'est une autre photo, là pareil, vous voyez piloselle, là il n'y a rien, il y a plein de sensons, là il y a du Phuopsis, il n'y a pas grand chose, là il n'y a rien, il y a plein de sensons. Voilà. Et ça, le senson, c'est les adventices que je vais retrouver dans mes cultures à côté. Donc premier cas qui marche bien, il y a le thym aussi qui marche pas trop mal. Deuxième cas, alors ça c'est un projet qui a été déposé, il s'appelle Vititin, avec l'ITEPME, avec Astrodor, avec l'IFV. On verra s'il fonctionne ou pas. Le but, c'est en vigne de conserver le parasitoïde de la cicadelle. Je vous ai fait des beaux schémas. Ils sont plus beaux ceux-là, hein ? Non ? Ouais, je mettrai de la couleur la prochaine fois. Alors, en gros, la cicadelle, elle vient sur les feuilles de vigne, elle se reproduit, il y a les œufs qui sont sur les feuilles de vigne, et le parasitoïde, il parasite l'œuf de la cicadelle. Sauf qu'en hiver, il n'y a pas de feuilles sur la vigne. Donc le parasitoïde, tous les hivers, il s'en va des vignobles, il va dans les alentours des vignobles, et du coup, il faut attendre un certain temps pour qu'il revienne dans la vigne l'année suivante. Donc l'idée, c'est que, comme tous les hivers, on a des pertes de parasitoïdes, c'est de mettre quelque chose par là pour conserver le parasitoïde très proche de la vigne pendant l'hiver. C'est-à-dire, au lieu qu'il parte dans la haie à 500 mètres, eh ben, on veut qu'il reste au pied des vignes. Donc là, l'idée, c'est de mettre du thym. Bon, d'accord, mon thym, il n'est pas très bien dessiné, mais ça, c'est du thym. Hein, alors, mis soit sur le rang, soit à côté. Là, pour l'instant, on est plutôt parti sur la culture associée de thym. Parce que le thym, bon, il est très sensible à la cicadelle aussi. Ce n'est pas la même cicadelle entre là et là. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas l'effet réservoir cicadelle entre la vigne et le thym. Et par contre, le parasitoïde, il passe l'hiver sur le thym sans aucun problème.
Donc là, on a notre réservoir d'œufs parasités pendant l'hiver qui peut après revenir sur la vigne très rapidement. Donc ça, normalement, ça démarre cette année si on a les sous. Et puis, vous aurez les résultats dans quelques années. Là, j'ai mis certaines plantes aromatiques réputées répulsives. Ça, c'est sur le site de Botanique où ils font toute une liste. Les photos, des fois, ça ne marche pas. Ce n'est pas les bonnes photos, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ils disent la Tanésie. Alors, moi, je dis mouais bof parce qu'on l'a déjà testé et ça ne repousse pas grand-chose. Il y a la menthe, la mélisse, l'absinthe. Ça, c'est pareil, bof, ciboulette, etc. Donc là, sur les sites amateurs sur Internet, vous pouvez avoir des listes longues comme le bras de plantes répulsives. Il faudra quand même un jour les tester pour être sûr. Plantes réservoirs, ça je vous l'ai dit. Tout ça, je vous l'ai dit. Voilà. Donc voilà 2-3 exemples de PAM utilisés actuellement en plantes de service dans d'autres cultures. Alors maintenant, on va faire l'inverse. On va regarder à partir d'une culture de PAM comment on va faire pour intégrer des plantes de service. Alors, je ne vais pas vous donner des solutions toutes faites parce que je ne connais pas assez bien une culture déterminée pour vous dire ça va marcher là. En fait, à chaque fois qu'on va travailler sur une nouvelle culture, on va repenser l'environnement de la culture, les pratiques culturelles pour intégrer des plantes de service ou pas. Certaines cultures, on va dire, non, a priori, il n'y a pas beaucoup de plantes de service qui vont fonctionner. Donc d'abord, il faut très très bien connaître la culture. Donc quand on commence des projets, on va parler à des producteurs, on va leur demander leur itinéraire, quels sont leurs problèmes, quand est-ce que ça apparaît. On va faire des inventaires de ravageurs ou d'auxiliaires, savoir qu'est-ce qui vient naturellement sur la culture, qu'est-ce que je vais pouvoir favoriser, etc. Donc tout ça, c'est une première chose. Et suivant toutes ces informations-là, la biologie du ravageur, la biologie des auxiliaires associés à ce ravageur, la biologie de la plante, on va pouvoir définir les plantes de service à tester a priori. Donc on va définir une liste de types de plantes de service qui pourraient fonctionner, les espèces qui pourraient fonctionner. Après, on teste, on voit si ça marche ou pas. Des fois, ça marche du premier coup. Des fois, au bout de 5-6 essais, ça ne marche toujours pas. Enfin, en changeant les plantes, bien sûr. Alors, j'ai pris un exemple, c'est la reine des prés. Alors, j'y connais pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est une plante très très cultivée. J'avais été visiter une entreprise où il y avait un champ de reine des prés, où le gars m'avait un peu expliqué comment il faisait et ses problèmes. Quand je regarde cette culture, culture pérenne, plante à rhizome, il y a un besoin d'ombre, on trouve dans la biblio, besoin beaucoup d'eau, et puis il y a un ravageur important qui est la tentraide, la fausse chenille, qui va bouffer les feuilles, décaper les feuilles, et qui baisse certainement les rendements. Alors, déjà, quand on voit ces trois exigences-là, ce problème et ces deux exigences-là, le besoin d'ombre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, ça, là, je vous ai mis des exemples tropicaux. Il y a d'autres cultures qui ont besoin d'ombre. Il y a le café et la vanille. Alors, la vanille, c'est indispensable. Le café, c'est pas forcément indispensable. Mais ces deux cultures sont traditionnellement cultivées à l'ombre. Alors, comment ils font ? Par exemple, pour le café, là, vous avez une culture actuelle de café dans une région, je ne sais pas où, en Amérique latine. Et vous voyez tous les plants de café en dessous. Et ils ont laissé quelques arbres de la forêt tropicale pour faire de l'ombre. On a ici une autre photo il y a beaucoup moins d'arbres, mais ça a l'air de suffire pour faire l'ombre au café. Vous avez l'autre exemple de la vanille. Là, c'est encore différent. La vanille, on supprime. Alors, soit on le fait dans la forêt tropicale, mais là, on déforeste pratiquement pas. On utilise les troncs d'arbres. Soit on va utiliser des zones totalement déforestées et on va mettre ça. Ça, c'est les dracénas qu'il y a sur les bureaux, là. Les petites plantes là, en mini palmier là, qui crèvent au bout d'un certain temps. Là, c'est planté, ça devient assez gigantesque et en fait, ils utilisent, comme ça se ramifie assez bien quand on le coupe, donc ils les taillent régulièrement comme ça et puis ils utilisent les fourches pour faire tourner la vanille, puisque la vanille, il y a un pied qui font tourner comme ça pour ces lianes, pour que ça reste à hauteur d'homme, pour pouvoir la féconder et puis après récolter. Donc cette plante, elle a deux rôles. Elle a à la fois le rôle d'ombrage et le rôle de support à la culture. Donc ça, c'était la culture industrielle jusqu'à assez récemment. Maintenant, ils sont plutôt en phase d'arrêter ce type de culture pour passer à des tunnels avec ombrage. C'est beaucoup moins joli à visiter.
Et puis, on va prendre le problème de cette tentrette. Donc, la tentrette, c'est elle. Elle s'appelle Cladius difformis. Alors, il faut s'y connaître un peu en insectes, hein, mais bon, ça se trouve assez facilement. Puis, quand on regarde les auxiliaires, on va trouver des punaises, des oiseaux et des parasitoïdes. Alors, sauf que les parasitoïdes, là, de ces punaises-là, ce n'est pas des hyménoptères, c'est des mouches. Hein, c'est un groupe de mouches qui est connu, mais qui n'est pas beaucoup travaillé. C'est les mouches de la famille des tachinidés. C'est ça. Ça ressemble aux mouches domestiques, hein, tout à fait, sauf que ça a des gros poils, vous voyez là, ça a des gros poils sur l'abdomen, voilà. Et ça, en fait, c'est parasitoïde. La larve est parasitoïde de chenilles, fausses chenilles, punaises, etc. Donc, là, j'ai deux choses à me demander. J'ai un ravageur, est-ce qu'il est polyphage? S'il est polyphage, je peux tenter une plante piège, c'est-à-dire une plante plus sensible que ma culture, que la reine des prés. Et puis, deuxièmement, par rapport à ces auxiliaires, comment est-ce que je peux favoriser les populations de ces auxiliaires? Comment est-ce que je peux les faire venir dans mon champ et augmenter artificiellement leur niveau pour qu'ils attaquent plus vite et qu'ils aient un impact plus rapide? Alors, au niveau des auxiliaires, bon, oiseaux, ça c'est bien connu, hein, les nichoirs. Ça paraît amateur, mais ça c'est beaucoup utilisé contre les processionnaires, hein. C'est l'un des principaux auxiliaires des processionnaires et ça fonctionne assez bien. Et puis pour les mouches parasitoïdes, là, ça c'est une autre espèce. Elles, vous regarderez sur les berces sauvages, les carottes sauvages et tout pendant l'été, c'est bourré de mouches tachinides. Donc là, vous avez une plante qui pourrait même être une PAM peut-être, qui peut vous attirer ces mouches dans votre champ de reine des prés. Et enfin, pour la plante piège, il faut savoir que cette espèce-là, quand on regarde un peu son spectre, c'est aussi un nuisible majeur du rosier. Donc peut-être qu'on peut utiliser le rosier comme plante piège de l'hyménoptère. C'est-à-dire que là, l'adulte, arrivant aux abords d'un champ, peut-être qu'il préfère le rosier, donc peut-être qu'il irait d'abord pondre sur le rosier avant d'aller sur la reine des prés. Ça fait que mon champ, qui normalement est une parcelle carrée avec on s'en fout ce qu'il y a à côté, là ça va être un peu différent, on va avoir notre parcelle. Et puis dedans, alors je ne sais pas comment, en patch ou en culture associée, ou je ne sais pas, des apiacées. Hein, donc ça peut être quelques pieds par-ci par-là. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Les potentilles, c'est une tous les 8 mètres. Hein, donc c'est pas énorme. Ou si elle est récoltée, ça peut être des zones un peu plus grandes. Donc des apiacées à floraison plutôt blanche. Et puis sur le pourtour, alors je sais pas, peut-être quelques pieds par-ci par-là ou une bande de rosiers. Et puis on a toujours les haies, les arbres et les haies qui nous permettraient d'avoir de l'ombre sur notre production. Voilà. Alors voilà, en connaissant rien de cette culture-là, peut-être que je dis des grosses conneries, hein, ça, les spécialistes pourront me le dire pendant les questions. Mais avec les hypothèses de départ que j'ai posées, voilà comment on peut faire un nouveau système de culture à tester. Bon, c'est pas très compliqué, hein, faut avoir la méthode. J'avais le trips en culture de ciboulette, mais là on va me dire que je dépasse beaucoup trop. Hein. Donc ça c'est un trips prédateur. Là il y a le principe d'une plante piège qui est l'œillet d'Inde et d'une plante fleurie qui est l'hypericum. Donc là il y a les deux qui pourraient être testés contre le trips. Sachant qu'actuellement on fait des tests et ça marche pour l'instant, on a du mal. Hein. Et puis là, pareil, puceron sur persil, ça on a testé. Le fenouil, c'est une très bonne plante piège au puceron ailé sur persil. Plante répulsive, j'ai mis point d'interrogation, peut-être. Et ça, c'est un graphique trop compliqué pour que je vous l'explique maintenant dans le temps imparti. Mais vous voyez qu'il est joli, hein, avec plein de choses, des pucerons ailés, des pucerons aptères, des araignées, des coccinelles. Et voilà. Merci. Bravo et merci Alain. Donc je réserve quand même un petit peu de temps à la salle pour dire à Alain s'il a dit des bêtises, pour rester poli. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, il y en a une au milieu de la salle. Ma question, vous avez parlé tout au début de votre présentation du cas de l'avoine et un engrais vert pour nettoyer une parcelle des adventices avant une culture. Oui. Mais vous avez aussi parlé de la nécessité d'intégrer les plantes de service dans la parcelle. Oui. Du coup, comment intégrer les plantes allélopathes dans une culture en sachant que l'allélopathie n'est pas sélective?
Oui. Et après, je voudrais savoir si l'effet de l'allélopathie d'une plante dure pendant la vie de la plante seulement ou aussi après, s'il y a des effets après sa récolte. Oui, justement. On peut avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Bon. Alors, une plante de service, pour toutes celles qui sont... Enfin, il y a deux types. Il y en a qui sont mises avant la culture, donc en précédent cultural. Alors, soit c'est une culture, comme l'avoine, soit c'est vraiment une culture intercalaire, comme les engrais verts. L'avoine, c'est un précédent cultural, donc on ne le met pas dans la culture. L'avoine, pour tout ce qui est allélopathique, il faut le mettre avant, puisque les molécules qui vont être libérées dans le sol vont empêcher la germination des graines suivantes. Donc ça limite la germination de toutes les adventices qui arrivent, qui sont déjà dans la terre. Après, pourquoi est-ce que la culture germe vraiment? Ça, je ne sais pas, mais ça marche. Voilà. L'INRA, c'est l'INRA de Versailles qui a travaillé beaucoup sur l'avoine en précédent cultural, justement pour les cultures bio, et qui a montré des effets très intéressants. En réduction de nombre d'adventices après dans la culture bio suivante, quoi. Et en utilisant en plus, pour la culture bio, ils utilisent des variétés plutôt vigoureuses, en plus qui permet d'avoir une compétition encore plus forte par rapport aux adventices qui arrivent quand même à pousser. J'ai répondu à la question? Plus ou moins. Donc il y en a qu'on met dans les cultures contre les insectes, les maladies, les choses comme ça. Et puis par contre, quand on agit sur le sol, pour restructurer le sol en engrais verts ou pour les effets allélopathiques, c'est toujours en précédent de la culture. C'est pas en même temps, quoi. Merci Alain.